Chapitre 125. Le loch et la ligne. Depuis le temps si long que le Péquod condamné tenait la mer, le loch et la ligne avaient été rarement utilisés. Se fiant à d'autres moyens pour estimer leur position, quelques navires marchands et de nombreux navires baleiniers, surtout sur les parages de croisière, négligent tout à fait de jeter le loch, bien qu'en même temps, et souvent simplement pour la forme, la route du navire soit inscrite sur le traditionnel routier, aussi bien que sa vitesse moyenne présumée à l'heure. Il en était allé ainsi pour le Péquod. Le touret de bois et le secteur de cercle, depuis longtemps inemployés, étaient suspendus sous la lisse des pavois de poupe. Les pluies et l'écume les avaient détrempés, le soleil et le vent déformés. Tous les éléments s'étaient concertés pour pourrir un si vain objet. Une lubie s'empara d'Achab, insoucieux de ces détails, comme son regard tombait sur le touret, quelques heures après la scène de Léman, et que lui revenait en mémoire la destruction du sextant et son serment frénétique de se servir du loch et de la ligne. Le navire tanguait, les lames se soulevaient tumultueusement à l'arrière. Hé, ceux de l'avant, jetez le loch. Deux matelots s'avancèrent, le Tahitien doré et le Manois grisonnant. Que l'un de vous prenne le touret, et je jetterai le loch. Ils se dirigèrent vers l'extrême arrière, sous le vent, là où le pont, sous la poussée vigoureuse de la brise, rasait l'écume qui courait à son flanc. Le Manois prit le touret et l'éleva aussi haut que possible par la poignée du fuseau autour duquel s'enroulait la ligne et d'où pendait, à la verticale, le secteur de cercle, jusqu'à ce qu'Achab se fût approché. Achab, debout devant lui, déroulait légèrement 30 ou 40 tours pour former une première glaine à jeter par-dessus bord, quand le vieux Manois, qui fixait ardemment, et Achab et la ligne, s'enhardit à parler. « Sire, je ne m'y fierai pas, cette ligne a l'air d'avoir du mal. La chaleur et l'humidité prolongée l'ont gâtée. »« Elle tiendra, vénérable monsieur. Est-ce que la chaleur et l'humidité prolongée t'ont gâté, toi ? Tu me parais tenir. Il serait peut-être plus vrai de dire que c'est la vie qui te tient, et non toi qui tiens la vie. »« Je tiens le fuseau, sœur, mais, comme le dit mon capitaine, avec mes cheveux gris, il est inutile de discuter, surtout avec un supérieur qui ne conviendra jamais qu'il a tort. »« Comment ? En voilà un professeur rapiécé du collège de Dame Nature aux assises de granit. Mais il me semble qu'il est trop servile. Où es-tu né ? Dans la petite île rocheuse de Man, sœur. Parfait, tu donnes ainsi une juste image du monde. Je n'en sais rien, sire, mais c'est là que je suis né. Dans l'île de Man, hein ? Eh bien, en inversant les choses, c'est bien aussi. Voilà un homme de l'homme, un homme né sur la terre autrefois indépendante de l'homme, et à présent émasculé, et qui est maintenant absorbé. Par quoi ? Plus haut, le fuseau. Pour finir, tous les fronts obsédés de questions vont donner contre un mur aveugle. Plus haut, oui, ainsi. Le loch fut jeté. Les glaines lâches se tendirent rapidement en une longue ligne traînante sur l'arrière, et aussitôt le fuseau se dévida. Les vagues abaissant et élevant le loch tour à tour par saccades, la traction imposée fit étrangement chanceler le vieil homme. La ligne trop tendue fit guirlande et le loch fut arraché. J'ai écrasé le sextant. La foudre a affolé les compas, et voilà que la mer en folie coupe la ligne du loch. Mais Achab peut tout réparer. Halle en dedans, Tahitien, enroule, Manois. Et toi, va dire au charpentier de faire un nouveau loch pendant que tu répareras la ligne. Veille-y. Le voilà qui s'en va, pour lui c'est comme si rien ne s'était passé, mais pour moi c'est comme si l'axe du monde se relâchait en son centre. À l'aise, Tahitien. Les lignes filent tout entières, mais rentrent lentement et rompues. Ah, Pipe, tu es venu aider, hein, Pipe ? Pipe. Qui appelez-vous Pipe ? Pipe a sauté de la baleinière. Pipe manque à l'appel. Laisse-moi regarder si tu ne l'as pas remontée au bout de cette ligne pêcheur. Elle se tend fortement, je pense qu'il s'y cramponne. Secouez-le, Tahitienne. Faites-le lâcher prise. Nous ne voulons pas hisser à bord des couards. Oh,
voilà son bras qui sort de l'eau. Une hache, coupez-le lui, nous ne voulons pas ici à bord des lâches. Capitaine Achab. Sœur, voilà Pipe qui essaie à nouveau de remonter à bord. La paix, Chenapantoké, cria le manois en le saisissant par le bras. File du gaillard d'arrière. C'est toujours le plus grand de deux imbéciles qui tense l'autre, murmura Achab en s'avançant. Ôtez vos mains de dessus cet être saint. Où disais-tu que se trouvait Pipe, mon garçon? À l'arrière, là, serre, à l'arrière. Le voilà. Et qui es-tu, mon garçon? Je ne vois pas mon image dans ton regard absent. Oh, Seigneur, que l'homme puisse être le crible qui laisse fuir les âmes immortelles. Qui es-tu, mon garçon? Le sonneur, sire, le tambourineur, ding, dong, ding, pipe, pipe, 100 livres d'argile en récompense à qui donnera pipe, 5 pieds de haut, l'air d'un lâche, on le reconnaît aussitôt à cela. Ding, dong, ding, qui a vu pipe le couard. Il ne saurait y avoir de cœur au-dessus de la limite des neiges. Oh, ciel de glace, abaisse ici ton regard. Vous avez engendré ce malheureux enfant et vous l'avez abandonné, créateur débauché. Viens, enfant, la cabine d'Achab sera ta demeure tant qu'Achab vivra. Tu m'émeus, enfant, au plus intime de mon être, tu es lié à moi par les fibres mêmes de mon cœur. Viens, descendons. Qu'est-ce que cela? Voilà le velours d'une peau de chagrin, dit Pipe en regardant attentivement la main d'Achab et en la palpant. Ah, si le pauvre Pipe avait tenu une main aussi douce, peut-être qu'il n'aurait jamais été perdu. Elle m'apparaît comme une sauvegarde, sire, à quoi peuvent s'agripper les âmes faibles. Oh, sire, que le vieux Perthes vienne river ensemble ses deux mains, la noire avec la blanche, car je ne la lâcherai plus. Ni moi, ô enfant, à moins que, ce faisant, je doive t'entraîner vers des horreurs pires que celles qui nous entourent. Viens dans ma cabine, vous tous qui croyez en des dieux parfaitement bons et en la malignité totale de l'homme. Voyez les dieux omniscients oublier la souffrance de l'homme, et l'homme, pour idiot qu'il soit, et ne sachant ce qu'il fait, envahi cependant par la douceur de l'amour et de la reconnaissance. Viens. Je me sens plus fier à guider ta main noire qu'à tenir celle d'un empereur. Les deux toqués partent à présent ensemble, marmonna le manois. Un toqué par sa force, l'autre par sa faiblesse. Mais voici le bout de cette corde pourrie, et tout dégoulinant. La réparer, hein? Je crois que mieux vaudrait une nouvelle ligne. Je vais en parler à monsieur Stubb. Chapitre 20-6 La bouée de sauvetage. Cap au sud-est, dirigé par l'aiguille d'Achab et sa progression déterminée seulement par le loch, le Péquot faisait route vers l'équateur. Un si long voyage sur des mers pareillement désertes, où l'on ne croisait nul navire, et jusqu'alors retardé par des vents alizés réguliers, soulevant des vagues d'une douceur monotone, était pénétré d'un calme étrange, prélude à quelques scènes de violence et de désespoir. Enfin, le navire atteignit les franges, si l'on peut dire des parages de pêche équatoriaux, et dans les profondes ténèbres qui précèdent l'aube, côtoya un groupe d'îlots rocheux. La bordée de Flasque sursauta en entendant un cri si sauvagement plaintif, si surnaturel, pareil au gémissement confus des fantômes du massacre des innocents réclamé par Hérode, que tout un chacun fut tiré de sa rêverie et demeura un instant figé dans sa position, debout, assise ou couché, écoutant, le regard fixe, semblable à la sculpture des esclaves romains, tant que dura cette folle lamentation. Les chrétiens et les civilisés d'entre les matelots l'attribuèrent aux sirènes et frissonnèrent. Les harponneurs païens demeurèrent impassibles. Mais le manois Grison, l'aîné de tous, déclara que ce cri troublant et éperdu était la voix d'homme qui venait de se noyer. Achab ne sut rien de cet événement avant de sortir de son hamac à l'aube grise. Il lui fut alors rapporté par Flasque, non sans être commenté en un sens funeste. Il eut un rire sourd et expliqua le mystère. Les récifs, au large desquels avait passé le navire, étaient le lieu de séjour de troupeaux de phoques. Quelques jeunes avaient perdu leur mère, quelques mères avaient égaré leurs petits, dont certains avaient dû émerger près du vaisseau et le suivre en criant et pleurant leurs plaintes humaines. Cette explication ne fit qu'aggraver la chose pour la plupart des hommes, car les marins nourrissent des superstitions envers les phoques.
non seulement à cause de leurs intonations lorsqu'ils sont en détresse, mais encore parce que leur tête ronde et à demi intelligente, apparaissant à la surface de l'eau, offre une ressemblance avec le visage de l'homme, et plus d'une fois, en de semblables circonstances, on les a pris, en mer, pour des hommes. Ces pressentiments de l'équipage devaient, le matin même, recevoir une confirmation plus plausible dans le sort dont un des leurs fut victime. Au lever du soleil, cet homme quitta son hamac pour prendre son poste de vigie au mât de misaine. N'était-il pas encore bien réveillé? Parfois les marins montent au mât en somnambule, ou fût-ce pour une autre raison, nul ne sait. Quoi qu'il en soit, à peine était-il sur son perchoir qu'on entendit un cri puis une chute, et, levant les yeux, les hommes virent une forme fendre l'air et, la suivant du regard, un bouquet de bulles blanches sur le bleu de la mer. La bouée de sauvetage était un tonneau allongé. Elle fut larguée de l'arrière où elle était toujours suspendue à un croupiat ingénieux, mais aucune main ne se leva pour la saisir, et le soleil avait si longuement séché le fût qu'il eut tôt fait de se remplir, absorbant l'eau par tous les pores de son bois, de sorte que le tonneau cerclé de fer suivit le matelot dans les profondeurs, comme pour lui servir d'oreiller, bien dur en vérité. Ainsi le premier homme du Pécode, qui monta au mât pour guetter la baleine blanche dans son domaine propre, fut avalé par la mer. Pourtant, peu y pensèrent sur le moment. À vrai dire, cet accident n'affecta guère les hommes, du moins en tant qu'augure, car ils ne le considéraient pas comme présage d'un mal à venir, mais comme l'accomplissement d'un malheur déjà prédit. Ils affirmèrent qu'ils connaissaient dès lors la raison des plaintes sauvages qu'ils avaient entendues la nuit précédente. Mais une fois de plus, le vieux manois fut d'un autre avis. Il fallait à présent remplacer la bouée de sauvetage perdue. Starbuck reçut l'ordre de s'en occuper, mais l'on ne trouva pas de barrique suffisamment légère, et dans l'impatience fiévreuse suscitée par ce qui semblait être l'approche d'une crise et du dénouement à leur voyage, les hommes s'énervaient devant tout travail qui n'était pas en rapport avec cette fin. Quelle qu'elle pût être, aussi allait-il laisser le navire sans nouvelle bouée, lorsque Queequeg, à grand renfort de signes étranges et d'allusions, suggéra, à mots couverts, quelque chose au sujet de son cercueil. Un cercueil comme bouée, sursauta Starbuck. Ce serait plutôt singulier, je dois dire, ajouta Stubb. Le charpentier l'arrangera facilement de façon à en faire une fort bonne, dit Flask. Amenez-le, il n'y a rien d'autre dont nous puissions tirer parti, ajouta Starbuck après un silence mélancolique. Équipez-le, charpentier, ne me regardez pas ainsi, le cercueil, veux-je dire. M'entends-tu? Équipe-le. Dois-je clouer le couvercle, sire? Questionna-t-il en faisant le geste de frapper d'un marteau. Et caffatèrent les joints, sieur. Il faisait le geste de promener un calfet. Et dois-je l'enduire de goudron, sûr, en faisant le geste de tenir un pot à bras. File, qu'est-ce qui te prend? Transforme le cercueil en bouée, et c'est tout. Monsieur Stubb, Monsieur Flask, venez avec moi. Il s'en va en ayant pris la mouche. Il supporte tout, et puis un rien le contrarie. Ça ne me plaît pas. Je fais une jambe pour le capitaine Achab et il la porte en galant homme. Mais je fais une boîte à chapeau pour Queequeg et il ne veut pas y mettre la tête. Dois-je m'être donné tellement de peine pour que ce cercueil ne serve à rien? Et maintenant on m'ordonne d'en faire une bouée. C'est comme de retourner un vieux manteau. On va mettre le bon côté à l'endroit à présent. Je n'aime pas du tout ce travail de rapetassage, cela manque de dignité, ce n'est pas dans mon rôle. Qu'on laisse les rafistolages aux enfants de gitans, nous avons mieux à faire. Je n'aime entreprendre que des travaux propres, vierges, honnêtes, précis, qui commencent franchement au commencement, dont le milieu se trouve à mi-chemin et qui finissent par la fin. Pas du travail de savetier, qui est terminé au milieu et commence par la fin. C'est un tour de vieille femme que de vous donner à faire des rafistolages. Seigneur, quels amours ont les vieilles femmes des gitans. Je connais une vieille de 65 ans qui a filé avec un jeune gitan chauve. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu à terre travailler pour des vieilles veuves esselées. Du temps que j'avais ma boutique dans le Vignard, elles auraient pu se mettre dans leur vieille tête solitaire l'idée de filer avec moi. Ce que c'est que de nous. En mer, il n'est de bonnet que d'écume. Voyons. Clouer le couvercle, caffater les joints, l'enduire de goudron,
l'assujettir fermement et le suspendre au croupiat, par-dessus bord, à l'arrière. A-t-on jamais fait chose pareille avec un cercueil? Il y a bien des vieux charpentiers superstitieux qui se laisseraient ligoter dans le gréement plutôt que de faire ce travail. Mais je suis taillé dans un noueux sapin-cigu d'Aroostook, je ne bronche pas. Monter en croupe sur un cercueil. Porter sur l'eau sur un plateau de cimetière. Qu'importe. Nous autres qui travaillons le bois, nous faisons aussi bien des lits nuptiaux que des tables de jeu, des cercueils que des corbillards. Nous travaillons au mois, à la tâche ou à la part sur les bénéfices, et non pour nous poser des pourquoi et des comment au sujet de notre travail, à moins que ce ne soit des satanés rafistolages, et alors nous nous en débarrassons si possible. Je vais me mettre à ce travail tendrement. En tout, voyons, combien d'hommes sommes-nous à bord? J'ai oublié. Ça ne fait rien. Je vais mettre 30 lignes de sauvetage séparées, avec des nœuds de bonnet turc, chacune de 3 pieds de long et pendues tout autour du cercueil. De sorte que si nous allons par le fond, il y aura 30 gaillards bien en vie à se disputer un cercueil, spectacle qui ne se voit pas souvent sous le soleil. Allons, marteau, calfé, pot à bras et épissoir, en avant.